Et bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Nous sommes le 3 juin 2025, jour où nous enregistrons cet épisode. C'est également le jour où nous avons enregistré l'épisode sur les Barbares. D'ailleurs, c'est un épisode en duo et du coup nous retrouvons nos très chers amis Franck et Léopold. Toujours la grande forme depuis 5 minutes. Ces 5 dernières minutes étaient épuisantes. Épuisante, 5 minutes pour vous et probablement une semaine, ou peut-être un peu plus pour les auditeurs et les auditrices. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la guerre anglo-américaine de 1812. Bon, alors, si vous vous demandez un petit peu ce que c'est que la guerre anglo-américaine de 1812, c'est une guerre qui va opposer les États-Unis au Royaume-Uni avec ses deux colonies du Bas-Canada et du Haut-Canada entre juin 1812 et février 1815. Voilà, c'est un peu la suite de la guerre d'indépendance d'une certaine manière. Alors c'est une guerre où il s'est passé plein de choses. Le contexte est énormément dû à des tensions commerciales, mais aujourd'hui on va pas spécialement parler de contexte puisque au programme on a une chronique sur un prophète et une chronique sur un pirate, de ce que j'ai cru comprendre. Je voulais profiter de cet épisode pour vous prévenir, vous mettre en garde. Il existe une malédiction. Oui, une malédiction qui pèse sur le monde, et plus particulièrement sur les États-Unis d'Amérique. Cette malédiction, elle touche des gens un peu particuliers. Tenez, je vais vous en citer. Un certain Harrison est mort d'une pneumonie. Un autre du nom de Lincoln est mort assassiné. Un certain Garfield, et pas le chat, assassiné aussi. McKinley aussi. Harding probablement empoisonné. Un certain Roosevelt, lui, est mort d'une hémorragie cérébrale et un autre du nom de Kennedy est mort aussi assassiné. C'est quoi le point commun de ces événements, à votre avis? Probablement des gens sans importance. Et des gens sans Tous ces importance. gens-là sont des présidents des États-Unis d'Amérique. Mais pas n'importe lesquels. Ce sont des présidents des États-Unis élus lors d'une année divisible par 20. Coïncidence? Je crois pas. Je sais que ça va paraître bizarre pour vous, mais pour moi, il n'y a qu'une seule explication rationnelle. Ils ont été maudits. Oh, Mais par qui? Comment? Et surtout, Jacques de pourquoi? Jacques Villeray, tu penses? non, Jacques de Molay. Ah, Jacques de... Et tant pis. Ça a plus de sens que Jacques Villeray, Jacques effectivement. C'est la malédiction des Templiers, elle s'est transmise aux Américains parce qu'ils ont été aidés par la France, Fallait du coup, pas par lui serrer la main, contagion, hein. ils ont été maudits. Eh oui. Alors vous allez me dire quel rapport avec le sujet de l'épisode du jour? Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler de Tecumseh. Je sais pas vraiment si son nom se prononce comme ça, mais moi c'est comme ça que je le lis. Ça s'écrit Tecumseh, donc du coup Tecumseh ou Tecumseh. Ce monsieur, car c'est un monsieur, est né en mars 1768. C'est un natif de la culture des Shawnee, un peuple vivant en partie dans l'actuel Ohio, mais dont le territoire culturel s'étend jusqu'à New York et même la Georgie. Son père était un grand guerrier Shawnee qui meurt lors de la bataille de Point Pleasant contre les colons de Virginie le 10 octobre 1774, donc pendant la guerre d'indépendance. À la suite de ce drame, sa mère d'origine creek doit retourner dans sa famille plus au sud. Ils s'y rendent donc en famille, sa mère, son frère et sa sœur. Pour l'anecdote d'ailleurs, son frère s'appelle Lala Wetika, ce qui se traduit littéralement par, je cite, celui qui fait du bruit. Tecumseh signifie quant à lui jaguar céleste ou étoile filante. En effet, dans sa culture, les étoiles filantes sont assimilées à un grand félin qui saute d'une colline à une autre. Donc bref, entre celui qui fait du bruit et jaguar céleste, on démarre pas tous avec des prénoms qui se valent dans la vie, et ce même chez les natifs américains. Donc, toute sa jeunesse à Tecumseh sera marquée par la guerre d'indépendance. Lorsque les États-Unis sont enfin reconnus, le traité de Paris de 1783 indique que les territoires entre le fleuve Mississippi et les Appalaches restera aux natifs. Bien évidemment, les colons ne respecteront pas ce traité, et les natifs seront vivement encouragés par les Britanniques à résister aux tentatives de colonisation par les colons anglo-américains. Entre la guerre et le commerce avec les Blancs, petit à petit, les peuples de natifs, Shoshin, Creek, etc., vont se désagréger les uns après les autres. Beaucoup d'entre eux vont adopter le costume européen et découvrir l'alcool.
Notamment Lala Witeka, souvenez-vous, le petit frère de notre protagoniste, qui va très rapidement devenir alcoolique. Décidément, c'est pas facile la vie, hein. Certains vont faire du commerce dans les forts américains et s'endettent. Du fait des guerres, leur société se trouve déstabilisée, des gros problèmes économiques et sociétals commencent à apparaître. Tous ces facteurs concourent à un processus de colonisation et d'acculturation des natifs permettant aux colons blancs de s'installer toujours plus vers l'ouest. En 1805, un drame a lieu. Lala Witeka a un tragique accident et tombe dans un coma profond. Il finira par s'en remettre, mais à son réveil, il sera différent, car à présent, il peut recevoir des messages. Des messages du maître de la vie, la divinité suprême de sa culture. Il devient alors rapidement un véritable prophète, prêchant un renouveau mystique de la foi amérindienne. Il préconise le retour à la façon de vivre des ancêtres, afin de résister à l'avance inexorable des colons sur leurs terres. Tecumseh, son grand frère, suit les enseignements de ce dernier, en ne mangeant que de la nourriture autochtone, en portant les vêtements traditionnels Shawnee et en ne buvant pas d'alcool. Son frère Lala Witeka a d'ailleurs arrêté d'en boire suite à son accident. En 1808, Tecumseh et le prophète, car c'est ainsi qu'on l'appelle, ont établi un village américain appelé Prophetstown, au nord de l'actuelle Lafayette dans l'Indiana, donc littéralement la ville du prophète en anglais. Ce dernier d'ailleurs décide de changer son nom, parce que celui qui crie, c'est pas génial, et il préfère s'appeler tout simplement la porte ouverte, donc dans sa langue, Tenswatawa, ce qui signifie qu'il était la porte par laquelle les disciples pouvaient atteindre le salut. Prophetstown a attiré de nombreux adeptes, comprenant les Shawnee, les Potawatomi, les Kichapus, les Wigabago, les Sauk, les Ottawa, les Wyandots, les Iowa. Une variété sans précédent de différents peuples qui vont se mettre à vivre ensemble. On dénombre pas moins de 6000 personnes qui ont pu s'installer dans la région, rendant la ville de Prophetstown aussi grande que n'importe quelle ville américaine de la côte Est, devenant alors presque une véritable cité-État à part entière. À Prophetstown, Tecumseh et Tenskwatawa ont d'abord travaillé pour maintenir une coexistence pacifique avec les États-Unis. Mais un tournant majeur a lieu en septembre 1809, lorsque William Henry Harrison, alors gouverneur du territoire de l'Indiana et futur président, négocie le traité de Fort Wayne, achetant ainsi 2,5 à 3 millions d'acres, soit environ 10 000 à 12 000 km² de terre dans ce qui est aujourd'hui l'Indiana et l'Illinois. Bien que de nombreux dirigeants natifs signent le traité, d'autres, notamment surtout ceux qui en fait vivent sur les terres en question, ont été délibérément exclus des négociations. De fait, le traité crée alors une indignation généralisée parmi les natifs, mettant alors le feu aux poudres une bonne fois pour toutes. Juste avant le traité de Fort Wayne, Tecumseh était relativement inconnu des étrangers, qui le désignaient généralement comme le frère du prophète. Mais si son frère s'occupe de rallier les foules, Tecumseh, lui, poursuit un projet d'unification politique des tribus des natifs pour contrer l'expansion américaine. En août 1810, Tecumseh rencontre William Henry Harrison à Vincennes, capitale du territoire de l'Indiana. Tecumseh exige que Harrison résilie la cession de Fort Wayne et déclare qu'il s'opposera au règlement américain sur les terres contestées. Il déclare également que les chefs qui avaient signé le traité seraient punis et qu'ils unissaient les tribus pour empêcher de nouvelles cessions. Harrison insista sur le fait que les terres avaient été achetées équitablement et que Tecumseh n'avait pas le droit de s'opposer. Mais toutefois, il accepte d'envoyer sa requête au président James Madison, mais ne s'attend pas à ce que ce dernier les accepte. Peu après la rencontre avec Harrison, Tecumseh voyage largement pour construire sa nouvelle confédération. Il s'oriente vers l'ouest pour rencontrer des alliés parmi les Potawatomi, les Winnebago, les Sauk, les Foxes, les Kickapoo, les Shawnee du Missouri. En novembre 1818, il se rend sur le fort Malden, dans le Haut-Canada, pour demander l'aide des responsables britanniques dans la guerre à venir. Mais ces derniers ne préfèrent rester qu'un support et non une véritable force d'intervention. En mai 1811, Tecumseh se rend dans l'Ohio pour recruter des guerriers parmi les Shawnee, les Wyandots et les Seneca. En juillet 1811, Tecumseh rencontre à nouveau Harrison à Vincennes pour le tenir au courant de son projet. Le Nord lui est déjà fidèle et le Sud lui sera aussi. Pendant les 8 mois suivants, Tecumseh parcourra près de 4800 km dans le sud et l'ouest pour recruter des alliés. Bien évidemment,
ces voyages sont un petit peu fragmentaires et ont beaucoup été exagérés dans le folklore. Mais ce qu'estiment les historiens, c'est qu'il a probablement rencontré des Chickasaw, des Choctaw, des Muskogee, des Osage, des Shawnee de l'Ouest, des Delaware, des Iowa, des Sioux et des Potawatomis. Il a été aidé dans ses efforts par deux événements extraordinaires. D'une part, la grande comète de 1811 et aussi le tremblement de terre du Nouveau Madrida, que son frère Tenskwatawa s'empresse d'utiliser comme outil de propagande afin de persuader les autres tribus qu'il s'agit d'une preuve supplémentaire que l'arrivée des Blancs est une punition envoyée par le maître de la vie. Toutes les tribus du Sud ne répondront pas à son appel, mais l'heure viendra où un jour les Blancs s'approcheront aussi d'eux et leur prendront aussi leurs terres. On peut se poser un instant la question. Tout à l'heure, je vous ai dit que Tecumseh va voir Harrison pour lui dire tout son plan. Et c'est vrai que c'est un peu étrange de faire ça. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un de très honorable ou de très idiot? Ça, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, en septembre 1811, Harrison décide de profiter de l'absence du chef de la Confédération pour briser cette dernière une bonne fois pour toutes. Il va alors marcher vers Prophetstown avec environ 1000 hommes. Après 2 mois de guerre, le prophète ordonne l'évacuation de la ville, suite à l'avancée trop rapide des forces de Harrison. Ces derniers alors entrent dans Prophetstown et brûlent tout. Une vendetta se met alors en place de la part des natifs pour traquer les colons et les tuer. Au même moment, le prophète tente de reconstruire sa ville avec près de 800 personnes. Enfin, en juin 1812, les États-Unis, qui ont complètement oublié Tecumseh, en profitent pour déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Et c'est là du coup qu'on rejoint le titre de notre épisode. Et oui, parce qu'à la base, on est là pour parler de la guerre anglo-américaine. À ce moment précis, la Confédération Tecumseh possède dans tout le territoire nord-ouest environ 3500 guerriers. Très rapidement, Tecumseh va taper dans l'œil des Britanniques. En effet, ils n'ont personne pour défendre leur territoire de l'ouest. Ainsi, pendant de longs mois, les guerriers de la Confédération vont utiliser des tactiques de guérilla pour couper les lignes de ravitaillement des armées états-uniennes. Le contact de Tecumseh avec les Britanniques n'est autre qu'un certain général Brock, également gouverneur du Haut-Canada. Les deux hommes vont devenir de grands amis. D'ailleurs, Brock dira de Tecumseh, je cite, « Celui qui a attiré la plus grande partie de mon attention était un chef Shawnee, frère du prophète, qui depuis 2 ans a mené, contrairement à nos remontrances, une guerre active contre les États-Unis. Un guerrier plus sagace ou plus galant n'existe pas. Il était l'admiration de tous ceux qui conversaient avec lui. » D'ailleurs, le général Brock écrivit même à ses supérieurs que la restauration des terres frauduleusement usurpées, je le cite encore une fois, des Américains, devait être envisagée dans tout traité de paix. Et il propose même l'idée de faire un État natif tampon entre les États-Unis et le Canada. Une idée qui ne verra jamais le jour, car Brock finira par être tué en octobre 1812. L'un des aspects qui fait la renommée de Tecumseh, c'est sa bravoure au combat, certes, mais aussi visiblement son honneur, qu'on a déjà un peu évoqué. Un récit d'ailleurs relate qu'il empêche un jour des soldats britanniques de tuer des prisonniers états-uniens, et qu'il se permet même de faire la morale à leur officier supérieur, un certain général Proctor. Bien sûr, il est difficile de vérifier de telles allégations, mais tout cela fait partie d'une légende qui de plus en plus on va dire, exagère un petit peu les traits du chef de guerre Shawnee. D'ailleurs, on lui crédite aussi une citation qui est la suivante. « J'ai avec moi 800 braves. Vous avez un nombre égal dans votre cachette. Venez et donnez-moi la bataille. Vous parliez comme un brave quand nous nous sommes rencontrés à Vincennes, et je vous ai respecté. Mais maintenant, vous vous cachez derrière des bûches et dans la terre comme un porc. Donne-moi ta réponse. » C'est un message qu'il a envoyé à William Henry Harrison, qui se trouvera être son ennemi principal au cours de cette guerre. Ainsi, le grand final entre les deux hommes va avoir lieu lors de la bataille de la rivière Thames. Le 10 septembre 1813, le United States Navy, sous le commandement de Olivier Hazard Perry, avait remporté une victoire navale décisive sur les forces britanniques au cours de la bataille du lac Erie. Le général britannique Henry Proctor craignait alors de perdre sa voie d'approvisionnement. Et contre l'avis de son allié natif, Tecumseh, il décide de se retirer à Fort Malden. Le général américain William Henry Harrison en profite pour le suivre à travers le Haut-Canada. Tecumseh implore à plusieurs reprises Proctor de s'arrêter et de faire face à Harrison, ce qu'il fit finalement à Moraviantown, sur la rivière Thames. Proctor avait à sa disposition 800 soldats ainsi que 500 natifs menés par Tecumseh. Les soldats britanniques étaient alors très démotivés par leur marche, et les guerriers de Tecumseh devenaient de plus en plus impatients envers Proctor à cause de sa réticence à stopper la marche pour faire front, ce qui fit craindre à Proctor une mutinerie.
Les Britanniques avaient subi une longue marche forcée afin de tenter d'échapper à l'armée d'Harrison, et leur ration avait été réduite de moitié. Alors qu'ils avançaient, les hommes d'Harrison commençaient déjà à rejoindre les traînards et les capturer au fur et à mesure, tout comme on capture des champignons. Le 4 octobre, Tecumseh accrocha les Américains près de Chatham, en Ontario, afin de freiner leur avance. Ces guerriers furent rapidement submergés et l'aide de camp de Proctor, le lieutenant-colonel Augustus Warburton, perdit ses vivres ainsi que ses munitions lors d'un raid américain. Le 5 octobre, Proctor disposa les soldats britanniques en ligne à Moraviantown et projeta de piéger Harrison sur les rives de la rivière Thames en expulsant les Américains de la route grâce à son artillerie. Les guerriers de Tecumseh prirent position dans un marais sur la droite des Britanniques afin de prendre les Américains sur leur flanc. Le général Harrison inspecta le champ de bataille et ordonna à James Johnson de lancer une attaque frontale contre les soldats britanniques. Malgré le tir de flanc des Amérindiens, Johnson fit une percée, les canons britanniques ayant échoué à faire feu. Immédiatement, Proctor et ses forces se replièrent vers le champ. Nombre d'entre eux se rendirent. Tecumseh, lui, resta avec ses hommes et continua la bataille. Un certain Richard Johnson était à la tête de 20 cavaliers lorsqu'il chargea vers la position des Amérindiens afin de détourner l'attention envers le gros des forces américaines. Mais Tecumseh et ses guerriers répondirent par une salve de leurs mousquets, qui stoppa la charge de la cavalerie. 15 hommes furent tués ou blessés et Johnson fut touché 5 fois. La majeure partie de ses forces se retrouva embourbée dans le marais. D'après une anecdote relativement controversée, au milieu de la mêlée, le colonel américain Richard Mentor Johnson, qui sera d'ailleurs plus tard le 9e vice-président des États-Unis, se serait avancé presque seul vers un groupe d'Amérindiens avec la brume derrière lui et pratiquement l'hymne américain qu'on entend juste derrière. Tecumseh hurle pour rallier ses hommes juste à côté de lui. L'éclat de l'uniforme de Johnson et la blancheur de son cheval le fait se remarquer et il est devenu le point de mire de tous les coups. Criblé de blessures, il est mis à bas de son cheval. Tecumseh serait arrivé près de lui, aurait alors levé son tomahawk pour lui donner la mort, mais pendant un instant, il hésite. Et c'est sur cet instant que le colonel Johnson saisit son pistolet à sa ceinture et tire à bout portant dans la poitrine de Tecumseh, qui tombe mort raide à ses côtés. Quoi qu'il en soit, Tecumseh est tué lors de ce combat. En raison de la convergence des renforts américains et de la nouvelle mort de Tecumseh, la résistance amérindienne tombe très rapidement. Le corps de leur chef fut retrouvé parmi les morts après le combat. Le destin du corps reste sujet à controverse. Certains pensent que les Américains le reconnurent et pour lui rendre hommage, ils l'enterrèrent avec tous les honneurs militaires. D'autres supposent, et ça paraît peut-être plus logique, que les membres de l'armée américaine le défigurèrent, scalpèrent, le mirent à poil et le torturèrent alors qu'il était déjà mort, rendant ainsi le corps complètement inidentifiable par la suite. La bataille de la rivière Thames fut une victoire décisive pour les Américains et ce front resta calme jusqu'à la fin de la guerre. Proctor passa en cour martiale pour couardise et son commandement lui fut retiré. Les historiens furent plus cléments envers Proctor, notant que la frontière de Détroit n'était plus tenable avec le peu de moyens, humains et matériels dont disposait Proctor, du fait que le contrôle du lac Erie avait été repris par les Américains. La mort de Tecumseh fut fatale pour l'alliance des natifs américains, dont il avait été l'instigateur, puisque celle-ci fut dissoute juste après la bataille. Le prophète d'ailleurs, quant à lui, une fois son frère mort, perdit son pouvoir politique et mourut seul en 1836 dans le quartier argentin de Kansas City, oublié de tous. L'héritage de Tenskwatawa est un mélange de succès et d'échecs. Alors qu'il était devenu un puissant chef spirituel avec des centaines d'adeptes au cours de la première décennie du 19e siècle, son succès dans cet effort n'a duré que 6 ans. Le prophète s'est transformé d'une jeunesse malheureuse et alcoolique remplie d'échecs en un chef religieux influent. Tenskwatawa prêche l'unité et aide à améliorer le moral de son peuple en l'encourageant à rechercher des voies traditionnelles. Il est également resté résolu dans son rejet de la famille et de l'autorité de l'acculturation des États-Unis au mode de vie euro-américain. Après la défaite de son peuple, le prophète a passé le reste de sa vie à essayer de retrouver son précédent pouvoir politique, mais en vain. Les deux frères, ainsi que leurs partisans, n'ont pas réussi à obtenir des résultats à long terme. Ils ont perdu une lutte difficile et violente qui les a privés de leurs terres dans le territoire du Nord-Ouest à cause de la politique coloniale des nouveaux États-Unis d'Amérique. Les deux frères étaient les deux faces d'une même pièce, un pouvoir religieux d'une part et un pouvoir militaire de l'autre, l'ensemble au service d'un peuple qui serait bientôt oublié de tous. Avec eux est mort le rêve d'un État natif sur les terres qui pourtant leur appartenaient de base. Quant à Harrison, sa popularité augmenta et il fut élu par la suite président des États-Unis. Richard Mentor Johnson, lui, devient vice-président, dû en partie à la croyance qui lui accordait la mort du chef Tecumseh. Tout est bien qui finit bien, donc, pour les Anglo-Américains.
Mais dans les ténèbres de sa maison à Kansas City, la légende raconte que le prophète sur son lit de mort, afin de venger son frère et son peuple, maudit alors la fonction de président. Harrison mourut moins d'1 an après sa prise de fonction. La malédiction continua avec la mort des présidents que je vous ai cités, Lincoln, Kennedy, etc. Petit à petit, elle prit de l'ampleur, en tout cas pour le public, à tel point que, alors qu'il faisait campagne en 1980, on questionna Jimmy Carter à propos de la malédiction lors d'un meeting à Dayton le 2 octobre. Celui-ci répondit « Je n'ai pas peur. Si j'étais persuadé que ça allait arriver, je persisterais à vouloir rester président et je ferais de mon mieux des derniers jours qu'il me resterait à vivre. » Bon, il n'a pas été élu au final. Si la malédiction est vraie, alors il n'existe qu'un seul regret, que Trump n'ait pas été élu en 2020, car alors peut-être les esprits des frères Shawnee seraient venus pour lui. Alors est-ce que vous pensez qu'elle est vraie cette malédiction ou qu'elle est fausse? À peu près autant que celle des pyramides. Vous la connaissiez ou pas la malédiction de Tecumseh ou pas du tout? Je crois pas, oui. Moi je suis tombé dessus vraiment complètement par Non, hasard et je trouve ça très rigolo qu'il y ait une malédiction sur les présidents une possible malédiction sur les présidents des États-Unis, qui au final, quand on regarde les derniers présidents, ne marche pas du tout, hein, puisque, attendez, j'ai la liste, j'ai fait exprès de les retirer, mais hop, attendez, hop, malédiction de Tecumseh. Oui, voilà, parce que Reagan n'a pas été tué pendant son mandat, Bush non plus, et Biden non plus. Donc en fait, bon, ça marche pas hyper bien le truc. Hein. C'est Non, un elle peu. s'est émoussée peut-être, hein. De quoi? Avec le temps, elle s'est émoussée. Ouais, peut-être que ça s'arrête avec le temps au fur et à C'est pas mesure, aussi et ça efficace finit que la. ça finit par s'estomper. C'est pas aussi efficace que la Ah, malédiction c'est des pas aussi Templiers, ouais, tout à efficace fait. que la Même ça, malédiction même des Templiers alors. on peut pas le faire correctement. Vraiment. Eh Non. ouais, eh ouais. C'est pas compliqué pourtant. Eh merde, ouais. Une malédiction Bah écoutez, ce que comme je vous ça, propose, c'est merde. que potentiellement, on a vu une partie du front de la guerre anglo-américaine, donc plutôt la guerre qui est côté nord avec les Britanniques et les natifs américains. Et il me semble que du coup, Franck, tu veux nous parler plutôt de ce qui se passé au sud, notamment en Louisiane, si je me trompe. En effet, parce que c'est vrai que quand on parle de la guerre anglo-américaine, déjà, on parle d'un conflit qui oppose donc les États-Unis au Royaume-Uni pour des raisons parfois un peu floues peut-être pour beaucoup de gens. À la base, il y a la question donc de la frontière entre le Canada et les États-Unis, puisque le Royaume-Uni et les États-Unis, les nouveaux États-Unis donc ne sont pas d'accord sur les endroits exacts où passe la frontière. Les Britanniques, comme tu l'as si bien dit, espèrent pouvoir créer ou en tout cas entretenir, parce qu'en réalité il n'y a pas forcément de volonté réelle de créer un État amérindien autour des Grands Lacs, plus que d'emmerder les États-Unis le plus possible en finançant des rébellions à répétition afin de les affaiblir. Cette guerre donc elle se déroule en 3 grandes phases. Une campagne d'abord au niveau du Canada, qui voit des allers-retours entre les deux camps, d'abord avec un échec américain à entrer au Canada, puis un échec britannique à rentrer aux États-Unis, chacun revenant quasiment sur ses positions initiales, qui d'ailleurs, soit dit en passant, correspondent en partie aux positions tenues par les Français et les Anglais lors des guerres, ce que les Américains appellent les French and Indian Wars, donc la partie américaine de la guerre de 7 ans, cocasse s'il en est donc. Il y a un premier front ici. Il y a un deuxième front qui va s'ouvrir autour de Washington, notamment de Washington DC, la capitale des États-Unis, puisque les Anglais vont réussir à débarquer, à attaquer la ville et à brûler la Maison Blanche. Évidemment, qui est assez peu mis en avant aux États-Unis, alors que c'est ça qui est mis en avant en Royaume-Uni. Hein. Malheureusement pour les Britanniques, ils ne réussiront pas à rester aux alentours de Washington et seront obligés de se replier. Mais le coup moral est quand même assez important hein, pour les États-Unis.
que leur Bah ouais, toute nouvelle j'avoue. capitale, leur toute nouvelle Maison Blanche vient d'être incendiée. Donc ça pique un peu, on va dire, au niveau du moral. Et les Anglais, toujours Rotor, prévoient un autre débarquement cette fois-ci. Ils savent qu'ils auront du mal à s'emparer réellement des États-Unis. Trop grand, trop d'habitants, ils ont déjà échoué lors du conflit précédent. Ils ne se font pas des masses d'illusions à ce niveau-là. Les plus ambitieux, tu l'as dit, espèrent peut-être créer euh, un État sécessionniste amérindien. D'autres, encore plus, encore plus illuminés, espèrent même que les quelques États du Nord, le Maine, le Massachusetts, etc., fassent sécession du reste des États-Unis, euh, afin de les affaiblir. Ça, ce on va le dire, sont des images que se créent certains en espérant le mieux, alors qu'elles n'arrivent quasiment jamais. Surtout vu la situation stratégique et l'état des forces. Mais les Anglais vont quand même essayer de jouer leur atout. Leur atout, vous le connaissez, c'est la Royal Navy, la marine britannique qui domine les mers à ce moment-là. Et comme on l'a si bien dit dans notre chronique sur les guerres des barbaresques, que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore fait, les États-Unis n'ont pas vraiment les capacités de jouer en face de cette super puissante Royal Navy. Et les Britanniques donc commencent à imposer un blocus sur les États-Unis, mais imposer un blocus seulement maritime, c'est compliqué. Et d'autant plus difficile quand les États-Unis, qui sont très grands, disposent de plusieurs voies commerciales. Il y a toute la côte Est avec ses grands ports, Boston, New York, Charleston, mais il y a aussi un autre port que les États-Unis ont acquis en 1803, Oh. qu'ils ont acheté à Napoléon Bonaparte, un port qui porte un nom bien Ouais. cocorico, puisqu'il s'agit de la Nouvelle-Orléans, un port stratégique qui est situé à l'embouchure du Mississippi et qui contrôle donc la principale voie commerciale à l'époque sur tout l'intérieur du sous-continent nord-américain. En effet, le Mississippi dessert à peu près tous les territoires qui se situent entre les Appalaches et les montagnes Appalaches donc à l'est et les montagnes Rocheuses à l'ouest, tout le centre des États-Unis. Donc, évidemment, bloquer cette voie de communication vitale est un point clé pour affamer ou en tout cas affaiblir l'économie américaine. Les Britanniques, dès 1812, commencent donc à plancher sur un plan d'action. Il faut s'emparer de la Nouvelle-Orléans. C'est le port clé qui permettra à l'armée britannique de verrouiller le sud des États-Unis et, un peu comme on l'a dit, dans les élucubrations des plus ambitieux des officiers britanniques, de même retirer la Louisiane récemment achetée, en prétextant que Napoléon n'avait pas l'autorité pour la vendre, et de la rendre à l'Espagne, faisant d'une pierre deux coups, affaiblissant les États-Unis et humiliant un petit peu la France au passage. Donc les Britanniques doivent mettre un plan d'action au poil. Parce que, voyez-vous, dire qu'on va envahir la Louisiane comme ça, bon, d'un point de vue moderne, ça paraît pas Bah oui. si infaisable que ça quand on a une domination totale sur les mers. Sauf que, il y a un petit détail, c'est que le paysage de la Louisiane à l'époque, c'est pas celui qu'il y a aujourd'hui. Tout le sud de la Louisiane, toutes ces régions côtières notamment, sont occupées par ce qu'on appelle les bayous. Les bayous, aujourd'hui, ont une image un petit peu ancrée dans le milieu horrifique, principalement. Ce sont tout un tas de petits lacs, de petits canaux, avec une végétation de forêt imbibée, les pieds dans l'eau, Mhm. que n'ont pas hésité à utiliser les auteurs comme Lovecraft, par exemple, pour y placer leurs cultes insondables, ou les amateurs de films d'horreur, donc, pour y placer des créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres.
Avant toute chose donc parce qu'il est très difficile de s'y déplacer. Si vous vous perdez dans le bayou, surtout à une époque où il n'y a pas de GPS, et ben bonne chance pour en ressortir. Si je fais un parallèle avec les monstres, c'est parce qu'en fait, ces bayous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer au premier abord, ils sont bien occupés. Occupés par une population qui, contrairement au reste des États-Unis, parle une langue purement latine, Oh mon Dieu, une langue que nous des parlons en ce Cajuns. moment même, un français Ah mon Dieu. terrible, des Cajuns, puis qui ne s'appelle d'ailleurs pas comme ça, qui ne s'adore pas forcément comme ça à l'époque, on parle plutôt de créole, Ok. voire clairement de français pour certains, qui nous concerne ici. Que cette population, à ce moment-là, elle est effectivement en partie composée donc de Cajuns, de créoles, de Français d'Amérique, c'est-à-dire de gens qui sont nés en Amérique, qui y ont vécu. D'ailleurs, ils vivent toujours aujourd'hui, hein, en tentant de préserver un petit bout de culture française dans le sud des États-Unis, mais aussi qui est occupée par une autre population, venue, elle, de France hexagonale, mais aussi de Saint-Domingue, aussi connue sous le nom aujourd'hui d'Haïti, Des pirates. une population de Oh mon Dieu. pirates. Et oui, vous l'aurez compris, mais des petits canaux difficiles d'accès, où il est facile de Ouh là se là. perdre, peuvent vous permettre de disparaître rapidement. Pour nos amis les pirates, c'est un bonheur. C'est un plaisir même. Et d'ailleurs, nos pirates français en font leur camp de base. Ce sont de joyeux lurons, si l'on peut dire, qui, pendant donc le début du 19e siècle, à partir des années 1800 en fait, et la guerre civile à Haïti, aussi connue donc sur le nom de guerre de libération à Haïti, euh, puisque c'est le moment où les esclaves de Saint-Domingue se rebellent contre l'autorité française et tentent de chasser les troupes de Napoléon, eh bien évidemment, il y a tout un tas d'opportunités qui se créent dans ce genre de contexte. Tout d'abord, un certain nombre de planteurs, mais aussi de ce qu'on appelle les petits blancs, c'est-à-dire les artisans, les contremaîtres, etc. Toute la population ouvrière blanche de la région de Saint-Domingue se retrouve sans emploi et qui doit fuir. On y retrouve aussi un autre intérêt. Ce sont les esclaves qui sont en révolte. Nos amis les pirates, hein, contrairement à ce que certaines compagnies de Hmm. cinéma et certaines images populaires ont tendance à montrer, et à ce que certains aiment jouer dans certaines parties de jeux de rôle, comme un certain 9e cycle que je vous conseille d'aller voir, pour aucune raison particulière. Les pirates ne sont pas des gens sympathiques. Et le Yes. commerce principal de nos pirates, ce sont les esclaves, Hmm. kidnappés donc à Saint-Domingue et revendus aux États-Unis, notamment parce qu'à partir de 1803, l'importation d'esclaves de Saint-Domingue devient illégale aux États-Unis, le prix des esclaves augmentant donc exponentiellement, ce qui fait du commerce discret, pour ne pas dire secret, puisqu'en réalité, tous les grands planteurs de Louisiane, toutes les autorités locales sont au courant et participent à ce trafic. Le commerce discret donc devient rapidement redouteux. Et tous ces pirates se sont plus ou moins réunis sous la bannière d'un duo de frères appelés les Lafitte, Jean et Pierre, sont les chefs de cette petite bande de sagouins qui occupe donc les bayous, pirate les navires du golfe du Mexique, trafique des esclaves et emmerde royalement tout le monde. Les Anglais réfléchissent un petit peu. Ils se disent, tiens, un pirate qui connaît particulièrement bien les bayous, n'est pas particulièrement en odeur de sainteté auprès des autorités américaines, et à qui on pourrait offrir à la fois butin et porte de sortie, voilà qui pourrait être un agent de l'intérieur des plus intéressants. Vous en conviendrez, l'idée est particulièrement brillante pour le coup, comme savent les monter nos sournois godons. Le principe est simple, il faudrait recruter le pirate Jean Lafitte pour qu'il emmène les soldats britanniques à travers les bayous, à travers les passages secrets de la Louisiane, pour prendre les Américains de travers et s'emparer de la Nouvelle-Orléans sans coup férié. Les Anglais vont donc se rapprocher de ce pirate et lui faire leur proposition. Celui-ci, prudent, demande à prendre un petit peu de temps pour réfléchir.
Mais en réalité, son choix est déjà fait. Parce que voyez-vous, Jean Lafitte a beau être un pirate, un négrier, un voleur, un braqueur, et semble-t-il aussi un certain coureur de jupons, pour ne pas dire un non-amouracheur, ce brave Jean Lafitte, donc, est avant toute chose français. Alors, on ne sait pas bien quelle année il est né, ni exactement où. La plupart des sources tendant à montrer le milieu des années 1870 aux alentours de Bordeaux. Mais ce pirate, donc, est français. Et s'il y a une chose que notre pirate Aider français les Anglais. ne veut pas faire, sous aucun prétexte, c'est aider des Anglais. Et notre pirate, donc, va faire un contre-plan. Il va aller chercher un de ses alliés, donc en Louisiane, qui travaille à la Nouvelle-Orléans et qui connaît le gouverneur, et il va lui remettre une lettre avec à l'intérieur le plan des Britanniques. En échange de son soutien et de ce plan, il demande la libération de son frère, Pierre Lafitte, qui a été arrêté par les autorités américaines pour les crimes précédemment nommés. Bon, le petit détail qui fait que les Américains se retrouveront un petit peu le cul entre deux chaises, c'est que l'envoyé de Jean Lafitte va en fait profiter de son statut et de l'ombre de la nuit pour aller délivrer le fameux Pierre Lafitte avant de déposer la lettre auprès du gouverneur américain. Ce qui fait que les Américains n'ont plus aucun moyen de pression sur Jean Lafitte. Et donc, ils ne font pas particulièrement confiance aux pirates, en se disant que celui-ci peut tenter des évasions comme celle qu'il a montée, il peut aussi tendre un piège à l'armée américaine et peut-être travailler de concert avec les Britanniques. Un certain Andrew Jackson va donc décider d'attaquer le pirate en espérant pouvoir se saisir de lui avant que les Britanniques n'arrivent. Et le pirate, surprenamment, décide de ne pas livrer combat, malgré son nombre de canons capturés aux différents navires qu'il a abordés, suffisamment important. Il décide de se retirer et de disparaître avec ses hommes dans les bayous. Les Américains rentrent donc bredouille et doivent installer une défense devant la Nouvelle-Orléans. Creuser des canaux, installer des batteries. Et lorsqu'enfin les tuniques rouges débarquent, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que le premier assaut américain n'est pas un grand succès. Les hommes tombent des deux côtés, et bien que les Britanniques aient du mal à progresser, notamment à cause du terrain, les Américains se rendent vite compte que leur situation n'est pas non plus très glorieuse, et que leur maigre ligne de défense pourrait très bien tomber, et avec elle, toute la Nouvelle-Orléans et la Louisiane. C'est donc bon gré mal gré, semble-t-il, que Andrew Jackson, futur président des États-Unis, va accepter l'aide d'un pirate français. Il le fournira en artillerie, en munitions, mais aussi en éclaireurs, afin de monter une deuxième offensive qui finira par faire fuir les Britanniques. Alors dans tout ça, il y a un peu de légende, bien sûr, déjà parce qu'on n'a pas énormément de sources sur ce qui s'y est passé. Peut-être parce que le fameux Andrew Jackson, futur président des États-Unis, n'a pas forcément eu envie de voir son nom attaché à un pirate, bien qu'il soit célèbre, et on vous verrez après même très célèbre. Mais il est possible donc qu'il ait choisi de ne pas forcément insister sur ce point-là. De plus, il y a tout un tas d'éléments mythologiques qui ont été rajoutés. Une chanson patriotique sur la bataille de la Nouvelle-Orléans, et des petites histoires un peu rocambolesques, comme le fait que lorsque les Britanniques s'approchaient des lignes américaines, les Américains cachés derrière leurs fortifications de fortune attendaient que les Britanniques soient visibles, qu'ils voient la couleur de leurs pupilles avant de leur tirer dessus. Échangeant donc des tirs robustes avec ceux-ci. Et les Américains, qui, comme on l'a dit, vinrent à court de munitions,
se virent contraints à des combats plus durs, peut-être de corps à corps. Et la légende raconte que l'un des fameux pirates de l'équipe de la République de Barataria, Ok. puisque c'est le nom que s'était donné de confrérie de détrousseurs marins, eut même après avoir déchargé canons, fusils et pistolets, eut décidé de jeter un Ok. crocodile à la tête des Britanniques. Bon, alors évidemment, hein, la réalité de la chose n'est pas prouvée. L'image est assez rocambolesque, il faut le reconnaître. Et certaines vidéos actuelles, prises aux États-Unis, notamment en Floride, peuvent laisser penser que des individus soient en capacité de faire ce genre de choses. Vous irez regarder voilà, nos amis américains de Floride, et leur rapport particulier à la réalité et à la cohérence dans dans les actions. D'après, pour ceux qui sont anglophones, Florida Man, et vous aurez des réponses. Donc on a tout de même un pirate français qui va permettre aux Américains de sauver la Nouvelle-Orléans et de remporter la victoire sur laquelle les États-Unis insistent le plus, donc sur cette guerre de 1812, puisque comme on l'a dit, si les Britanniques, eux, insistent sur l'incendie de la Maison-Blanche, les Américains insistent sur la défense de la Nouvelle-Orléans et d'avoir réussi à repousser l'envahisseur britannique et de l'avoir renvoyé à la mer. On a donc un pirate, contre toute attente, fait preuve d'un certain égard, à l'égard d'un État qui pourtant bien eu envie de le voir pendu à de nombreuses reprises. Cela ne va pourtant pas l'assagir. Notre Jean Lafitte, après la guerre contre les Britanniques, va se retirer de Louisiane, son repère ayant été repéré, et il va se diriger vers un endroit peuplé pour l'instant principalement d'hispanophones, C'est le appelé le Texas, Texas. que vous connaissez aujourd'hui sous un autre nom. Texas, bien sûr, dans lequel ils vont s'installer, fondant une petite communauté à Galveston. Donc il reste encore quelques traces, pour le coup, semble-t-il, archéologiques, notamment les ruines d'une maison. Et de là, ils vont continuer leurs activités de piraterie. Parce que, bon, a priori, c'était son truc. Et malgré le fait que nous soyons déjà dans le premier quart du 19e siècle, il continue ses actes de piraterie, son commerce illégal d'esclaves, son espionnage aussi, puisqu'il continue à jouer les troubles faits, cette fois-ci pour le compte des Espagnols, tout en continuant aussi, semble-t-il, à aborder des navires espagnols, parce que pourquoi pas. La fin de ce pirate est assez peu connue par les sources et de nombreuses personnes doutent sur la manière de son décès. Certains expliquant qu'il aurait été tué dans un abordage infructueux face à un navire britannique, d'autres qu'il aurait disparu avant d'aller se cacher et de refaire sa vie aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un personnage avec suffisamment de flou et suffisamment de panache Ouais, pour grave. en faire un très bon personnage de roman et de Ok. série, ce que les Américains n'ont pas raté. Hein. Il apparaît dans plusieurs d'entre elles. D'ailleurs, hop, je vais vous mettre un petit portrait. Alors, je ne suis pas du tout certain que ce soit un portrait de l'individu, mais Ouais. il donne un aspect, en tout cas, je trouve, un peu à la fois classe Ouais, il a l'air très renfrogné, ouais, exactement. et qui montre le côté renfrogné C'est vrai. de ce pirate bien français. Et donc ce pirate qui a réussi quand même pas mal de choses dans sa vie, y compris à devenir un monument donc de la Louisiane et du Texas, puisque l'un des parcs naturels de Louisiane porte le nom de Jean Lafitte. Il existe donc un parc naturel au nom d'un Incroyable. pirate aux États-Unis et plusieurs communautés et plusieurs toponymes au Texas également à propos des Lafitte, malgré Un petit peu douteux, ouais, voilà, exactement. leur métier un petit peu douteux. Voilà, petit personnage donc pas très connu, mais Oui, je me c'est disais une, parler d'un c'est une Français excellente durant une idée, guerre entre Franck. Bah, merci anglophones, beaucoup, du coup, ça pouvait changer un pour ta peu. chronique, pour ta participation. Pareil, je t'applaudis
aussi. Super, super génial. Tu veux nous rajouter quelque chose, Léo, un petit commentaire ou on met fin à tout ça dès à présent? Je sais pas, donc je vais écouter avec plaisir. C'était chouette en tout cas. Merci à vous tous les deux pour avoir voulu participer à cet épisode sur la guerre anglo-américaine. On a pris des axes assez différents de simplement juste une analyse du conflit. Donc c'était très très cool de faire ça en votre compagnie. N'hésitez pas aussi les auditrices et les auditeurs à aller écouter notre épisode sur les guerres barbaresques qui est tout aussi intéressant, que nous avons tourné le jour même, pour rappel. Mais n'hésitez pas aussi à aller écouter tous nos autres épisodes. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le pouce bleu, tout ça, parce que on a une équipe en ce moment qui fait des trucs absolument formidables et je pèse mes mots. Un petit bonjour aussi au monteur de l'émission, puisque c'est Clément qui va se charger de monter ce double épisode. Donc merci à toi, Clément. Merci à tous les deux, les gars aussi, d'avoir participé ce soir. Et en tout cas, nous, on vous dit à très 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 vite pour parler de Dieu sait quoi. On verra bien et vous verrez bien quand ça sortira. Sur ce, ciao ciao. À bientôt. Et ben nickel. Eh ben, parfait. Une bonne chose de Hop, faite. une bonne chose de faite. Hop là, Craig.